Bienvenue et merci pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je m'adresse de Kingston, Ontario, en tant que membre de la communauté de l'Université Queen's. L'Université Queen's est située sur le territoire traditionnel des Anishinaabe et Haudenosaunee. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre, apprendre et jouer sur ces terres. Si je sens particulièrement heureux aujourd'hui, c'est pour de bonnes raisons. Après 2 longs mois d'attente, nous avons enfin pu voir en personne notre première petite enfant, une petite fille, Elodie. Puis comme vous pouvez la voir, nous nous entendons bien. L'agenda que je vous propose aujourd'hui inclut le quoi et le pourquoi de GDR. Qu'est-ce que la Noiraine Portage? Qui servons-nous et comment? Et autres initiatives de portage suivies par une discussion. Premièrement, qu'est-ce que la gestion des données de recherche? Nous connaissons bien les résultats traditionnels de la recherche, comme les articles de revues scientifiques. La gestion des données de recherche cherche plus loin, sous la surface, pour inclure tout ce qui est lié au processus de recherche, comme les données, les métadonnées, etc. Et pourquoi gérer les données de recherche? Parce que c'est pratique et c'est une bonne pratique. Pour améliorer la science et renforcer la confiance dans les résultats, pour soutenir la reproduction des résultats et pour développer une culture de transparence. Et parce qu'il sera nécessaire, comme Matthew a dit, la gestion de données sera une obligation dans le cadre de la politique des 3 agences. Le réseau Portage a été lancé par l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, ou ABRC, en 2015 pour développer et favoriser le soutien et la coordination de l'intendance des données à l'échelle nationale. Depuis, il a attiré le soutien des organismes de financement et du gouvernement fédéral. Et ce qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui en tant que membres de la nouvelle organisation d'infrastructure Noiraine, avec le calcul informatique de pointe pour la recherche et des logiciels de recherche. Noiraine a un site web et Portage peut être trouvé dans le menu Services. Le réseau Portage se consacre à l'intendance partagée des données de recherche au Canada pour les raisons listées sur notre page web. Et Portage est composé d'un réseau national d'experts et offre formation et sensibilisation. En plus de notre réseau national d'experts est responsable pour aider avec la formation et la sensibilisation, des services politiques et meilleures pratiques, des outils et des plateformes d'infrastructure, toutes centrées sur le chercheur et orientées vers le service. Le financement du gouvernement provenant de Noiraine a permis Portage d'augmenter le niveau de soutien qu'il offre à son réseau national d'experts et par conséquent à tous les chercheurs du Canada. Voici l'équipe que nous avons constituée. Le but de Portage est de rendre les données faires, qui veut dire rendre les données trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et en conséquent, utilisables par les humains et les machines. Voici une de plusieurs représentations de le cycle de vie de recherche, montrant comment les données passent de la phase de planification jusqu'à la réutilisation finale. Le travail de Portage est soutenu par des groupes d'experts situés le long de ce cycle de vie, qui inclut des groupes d'experts sur la planification de gestion des données, des groupes sur Dataverse puis DFDI, qu'on va discuter plus tard, un groupe sur des dépôts de données parlant plus grand, préservation, un groupe d'experts
curation et découverte des métadonnées, l'intelligence en recherche et formation, et finalement, un groupe d'experts sur les données sensibles. Certains groupes d'experts s'alignent spécifiquement sur des éléments du cycle de vie, tandis que d'autres s'appliquent à l'ensemble du processus de recherche. Le travail bénévole fourni par le Réseau national d'experts de Portage est à la base de tout ce que Portage, j'allais trop vite, je vais faire danser encore, est à la base de tout ce que Portage entreprend et garantit que nous bénéficions de l'apport et de l'adhésion de la base pour tout ce que nous faisons. Puis on est répartis partout au Canada, comme vous voyez. Qui servons-nous? On vise à servir des chercheurs, des étudiants diplômés, des administrateurs de recherche et des bibliothécaires de données de recherche et d'autres experts dans ce domaine. Commençons avec une question. Je suis vice-principal de la recherche et on m'a demandé de diriger une équipe chargée de l'élaboration d'une stratégie de gestion des données de recherche afin de se conformer à la politique des 3 agences. Cette question répond à la première exigence de la politique de GDR des 3 agences. En réponse à cette question, Portage a développé un gabarit qui comporte 4 sections: sensibiliser, évaluer l'état de préparation des institutions, formaliser des pratiques de GDR et élaborer en fin de compte une feuille de route pour l'avenir. Et il était accompagné de conseils pour aider les institutions dans ce processus. Comment puis-je en savoir plus? Et sur le site web de Réseau Portage, montré ici en anglais, sur le menu Outils et ressources, vous trouverez une entrée pour les stratégies institutionnelles, ce qui vous mènera à une page dédiée aux ressources pour vous aider à développer la stratégie GDR de votre institution. Les ressources incluent un guide et un primer ou un abécédaire pour vous orienter vers cette exigence. Et le gabarit de stratégie des GDR déjà abordé. En plus, bientôt 8 vidéos vont être disponibles qui soutiennent les 2 premières sections de gabarit qui seront bientôt disponibles en anglais et puis en français. Ensuite, nous avons un chercheur qui doit rédiger un plan de gestion des données pour une subvention, mais n'est pas sûr de savoir pourquoi il en a besoin. Alors, pourquoi planifier? Vous ne construirez pas une maison sans plan, parce que la qualité de vos résultats serait une conséquence directe de la qualité de votre plan. Aussi, la planification nous aide à éviter des pertes de données dues aux inondations, aux incendies et potentiellement aux vols ou pertes de d'autres sortes. La dernière image montre un trou dans le mur de mon bureau à Queens où un voleur a volé mon laptop. Ils ont brisé le mur totalement, puis ils ont laissé heureusement les 2 disques durs que tu vois dans la photo. Ils ont pris mon laptop qui a été heureusement récupéré plus tard, mais quand même, ça peut vous arriver. Je vais utiliser une petite métaphore ici, là. Puis, si tu ne planifies pas, c'est comme en anglais, on dit, si tu ne planifies pas, c'est un Mickey Mouse move. Je m'excuse, mais c'est ça que les images m'ont inspiré à faire à la fin, de générer cette diapositive. Donc, faites quelque chose aujourd'hui dont votre futur vous remerciera.
Et, enfin, planifier parce que cela sera nécessaire. Pour vous aider à planifier, Portage s'est associé à l'Université d'Alberta pour offrir l'assistant PGD, un outil de planification de gestion des données nationales en ligne et bilingue, ouvert à tous les chercheurs. Il était lancé en version 2.0 dans les derniers mois. L'outil présente aux chercheurs une série de questions organisées en 7 sections liées au cycle de vie des données de recherche. Voici par exemple la première question sur la rubrique « Collecte des données » qui demande quel est le type de données le chercheur va recueillir. Puis avec le guidance à côté, sur le côté droit. Une fois terminé, les chercheurs peuvent exporter leurs plans dans divers formats pour soumettre aux organismes subventionnaires. Puis dans le tout, les plans peuvent être partagés avec d'autres chercheurs, puis ajustés, puis ajoutés durant le cycle de la vie. Nous encourageons les chercheurs à commencer à planifier dès le début de leur projet. Puis, comme j'ai dit, on vous encourage à considérer le PGD comme un document vivant, à consulter, à mettre à jour tout au long du projet. Notre prochain chercheur s'interroge sur le choix du lieu de dépôt de ces données de recherche. Le chercheur a créé ces données, nettoyé leurs données et analysé leurs données, qui sont maintenant prêts à publier leurs données ou déposer leurs données pour mettre à la disponibilité de d'autres membres. Cette étape, ensemble, ces étapes que je viens juste de décrire, représentent la phase de stockage actif du processus de recherche. Suivant cette étape, on a l'étape de dépôt ou disséminer les données. C'est une autre exigence des 3 organismes et consiste à placer les données dans le stockage des dépôts reconnus dans le but de permettre la découverte et l'accès. Portage soutient 2 options de dépôt national et multidisciplinaire. La première, Dataverse Canada, est ouverte en partenariat avec Scholars Portal du Conseil ontarien des bibliothèques universitaires et de l'Université de Toronto. Il y a plus de 55 écoles participantes, 3000 jeux de données et 3 terabytes de données dans le Dataverse. La seconde, DFDR, ou Dépôt fédéré de données de recherche, est ouvert en partenariat avec Calcul Canada. Il y a plus de 100 projets participants, 200 collections de données et 25 terabytes de données dans le DFDR. Le DFDR est également un service de découverte national. Comme nous avons mentionné, le DFDR fournit également un service de découverte nationale en recueillant les métadonnées de nombre croissant de dépôts de données canadiens. L'objectif est d'améliorer la découverte, d'augmenter le trafic vers les dépôts existants, éliminer les croissannements entre les dépôts et d'augmenter l'interopérabilité entre les plateformes de données canadiennes et internationales. À titre d'exemple, le DFDR a fourni ces métadonnées à l'initiative OpenAIRE de l'Union européenne, ce qui a permis d'accroître considérablement la capacité de découverte des données de recherche canadiens à l'échelle globale. Mais notre chercheur pose une autre bonne question. Quel dépôt dois-je choisir? Nous commençons par déterminer s'il existe une option de dépôt spécifique à un domaine. Si oui, nous recommandons d'utiliser car ces dépôts sont souvent conçus pour répondre à des besoins disciplinaires spécifiques.
Sinon, si aucun dépôt spécifique à un domaine n'existe, nous suggérons d'utiliser l'une des deux options multidisciplinaires supportées par portage. C'est toute une discussion, mais les chercheurs peuvent prendre en compte un nombre de facteurs pour choisir entre les deux en fonction de la nature de leurs données de recherche. C'est un écosystème complémentaire, on va dire, au lieu d'une compétition entre les deux. Ils ont tous les deux leur raison d'être. La prochaine question nous vient d'un étudiant diplômé travaillant avec des données sensibles. Quels conseils pouvez-vous me donner pour naviguer entre l'approbation éthique et les exigences des trois organismes? Portage a développé plusieurs outils et ressources en lien avec cette question. Sorry, I'm not sure. Le premier, c'est une boîte à outils pour les données sensibles qui inclut un glossaire, une matrice de risque liée aux données de recherche. Cela aide les chercheurs à placer leurs données sur un continuum de risques et présente des actions associées. Finalement, langage pour l'approbation éthique et le consentement éclairé. Deuxième partie de nos outils, nos choses, c'est un projet de données à accès restreint qui a été lancé par notre groupe de métadonnées puis découverte. Puis cela vise à faire plus découvrable des jeux de données qui seraient ordinairement pas disponibles ouvertement dans l'écosystème. Jusqu'à date, il y a 130 jeux de données qui ont été identifiés, puis on va travailler pour les faire plus accessibles. Le troisième, c'est un projet de données, projet pilote de dépôt de données sensibles qui implique l'Université Simon Fraser, puis le monde qui travaille avec Further, DFDR. Puis finalement, il y a un projet pour développer documentation d'orientation pour le travail avec les communautés indigènes. Ce dernier vise à aider à établir des relations avec les communautés indigènes. Au lieu de leur dire quoi faire, le but, c'est d'aider les chercheurs qui ont un intérêt à travailler avec les communautés indigènes à approcher ce projet-là d'une façon sensibilisée. En fait, je suis en train de rédiger ma demande d'éthique. Pouvez-vous m'en dire plus sur le langage d'approbation éthique et du consentement éclairé? Mais ce document qu'on a développé présente le langage de gestion de données de recherche pour consentement éclairé. Il y a des parties suivantes. Il discute la portée de l'utilisation des données, l'anonymat et la confidentialité, la rétention des données et l'accès aux données, les restrictions liées au retrait des données et l'utilisation future des données. La plus importante chose avec cet outil-là, c'est que c'est pour adapter, non d'adopter. On ne veut pas que le monde copy-paste les textes pour mettre dans leur demande de permission éthique. Plutôt, on veut qu'ils ajustent ça pour leur projet spécifique. La question suivante porte sur le besoin de formation. Je suis un bibliothécaire de données de recherche qui a besoin de former des chercheurs et les bibliothécaires à la gestion des données de recherche. Pouvez-vous m'aider? Portage a un groupe d'experts nationaux sur la formation. Ils ont développé une stratégie nationale. C'est encore en draft, là. C'est pas lancé officiellement, mais c'est développé pour
le domaine de gestion de données, on vise d'avoir une stratégie un petit peu plus élaborée qui compris les autres activités de Noiren. Les outils qu'ont développés, les ressources, incluent des guides et des primers couvrant une série de sujets liés à la GDA, des vidéos, y compris une série de 8 vidéos qui vont arriver bientôt sur la création de stratégies institutionnelles, parmi d'autres, des webinaires on continue à offrir, puis celles qu'on a déjà faites sont enregistrées puis disponibles sur YouTube, puis des symposiums et des ateliers, y compris un kit d'outils Workshop in a Box qui sera bientôt disponible pour aider les spécialistes locaux à développer et lancer plus facilement des formations sur la gestion des données. Mais c'est fantastique. Pouvez-vous m'aider, mais on en dire plus sur l'atelier en boîte? Cela semble utile, mais je suis d'accord avec elle. Ce serait vraiment utile. On a visé à faire ça pour longtemps. Tout de suite, c'est en draft en anglais seulement. On va définitivement la traduire. Nous travaillons encore, mais nous lançons bientôt cet atelier en boîte pour les formations. Puis, ça va fonctionner pour que le monde local pourrait prendre des éléments de la boîte qu'ils veulent utiliser, puis incorporer ça dans leur présentation, leur session. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous avons 2 projets pilotes en cours. Un, c'est la migration de la gestion des données de recherche sur la COVID-19. Cela va aider à garantir que les données de recherche sur la COVID-19 sont disponibles pour les chercheurs actuels et futurs. Puis, deuxièmement, on a un projet pilote de certification Quartra Seal des dépôts de données. Cela va augmenter le nombre de dépôts fiables ou reconnus pour aider les chercheurs à déposer et trouver les données. Nos plans pour 21-22 incluent améliorer la facilité de découverte des données accès restreint, ce projet que j'ai mentionné plus tôt. Création des solutions de dépôt pour les données sensibles. Encore là, le pilote, puis il y a d'autres politiques qu'on peut mettre ensemble. Puis c'est un gros projet que je pourrais rentrer en plus de détails avec vous. On va explorer les outils d'identification de fichiers pour la conservation des données de recherche. Accroître la capacité de curation des données au Canada sur un réseau de curation national. Une élaboration d'outils d'évaluation pour déterminer quelles données méritent d'être conservées à long terme. Ce n'est pas toutes les données qui sont déposées dans le dépôt de stockage pour découverte puis accès qui vont mériter ou vont valoir la peine puis le coût d'être préservées pour long terme. On va établir des relations avec des groupes autochtones pour soutenir les bonnes pratiques de gestion des données conformément à la souveraineté des données. Puis on continue à promouvoir et soutenir l'utilisation des identifiants pérennes avec le support qu'on donne à orchid.ca, puis à DataSite Canada pour les objets, Digital Object Identifiers, DOI en anglais. Finalement, on va identifier et favoriser les synergies au sein de la Noiren. Puis être à l'écoute des chercheurs. C'était une brève introduction au travail d'Andrew au Portage, mais il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de partager avec vous aujourd'hui. Je veux dire un grand merci à nos partenaires. Et je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. Jeff Moon, merci beaucoup pour ces quelques mots.
pour ce survol. Et je rappelle en fait évidemment qu'on a du temps pour quelques questions. Alors, pour les questions, comme à l'habitude, donc, vous pouvez aussi les soumettre par le biais de l'outil clavardage ou sinon en sollicitant la parole en utilisant l'outil réaction et l'option lever la main. Alors, M. Moon, première question, en fait, dans le projet pilote qui vise à découvrir des jeux de données sensibles à accès restreint, où sont logées les données présentement? Où sont les quoi? Où sont logées les données présentement? Les données, comme je dis, c'est un projet de le groupe d'experts de découverte et métadonnées. Puis, jusqu'à date, là, ils sont à le stage d'avoir identifié 130 repositoires, 130 places où que les données existent. Puis ça compris des données de santé, ça compris des données de, on va dire, de Statistique Canada. Il y a d'autres données qui sont peut-être sous licence, mais c'est l'existence de ces données-là, c'est un problème parce qu'ils ne sont pas souvent, pas toujours dans les index qu'on peut chercher et puis trouver. Puis dans ma vie comme bibliothécaire de données, c'est souvent les données les plus intéressantes qui sont cachées dans un organisme ou dans une banque de données. Quelqu'un sait que ça existe, mais ce n'est pas tout le monde qui sait que ça existe. Le but de ce groupe-là, c'est d'identifier et ensuite faciliter l'accès. Je ne sais pas qu'on peut faire des données qui sont sensibles, immédiatement ouvertes, ce n'est pas ça le point. Mais la première étape pour avoir accès à des données, c'est d'identifier qui existe, puis faire ça plus souvent. Donc, le but, c'est d'exposer l'existence des données, puis ensuite mettre sur place des méthodes pour contacter puis arranger pour avoir accès à ces données-là, si c'est approprié. Donc, ce groupe-là est encore à des étapes assez tôt dans ce projet-là, mais ils ont fait du bon progrès en identifiant 130 trucs de données, jeux de données, des sources de données qui auraient été peut-être autrement pas trouvables. Merci beaucoup. On poursuit, je prends une courte respiration pour voir. Mais quand on parle peut-être un peu de gestion de données aussi, est-ce qu'on a une vision à terme pour la conservation? Est-ce qu'on va sur du 10, du 20, du 100 ans? Donc, quand on parle de conservation de données? Mais le parti de le continuum de stockage que je n'ai pas parlé à propos, mais que Portage est impliqué dedans, c'est le stockage de préservation ou archiver les données pour long terme. C'est une copie de dernier resort, last resort, c'est dans les urgences. Ce n'est pas une copie pour accès puis découverte puis accès. C'est une copie pour préserver les données pour plus long terme. On a déjà, avec DFDR, un processus sur place qui voit les données process là, je ne sais pas le mot en français, mais il passe à travers Archivematica pour développer ou générer en anglais, Archival Information Packages, ou AIPs, qui sont ensuite déposés dans un stockage de préservation à l'Université de Toronto, SciNet. Puis, on a un autre service qu'on vise à développer avec l'Université Victoria. Puis, on veut développer d'autres sentiers que les données peuvent suivre pour arriver à stockage de préservation. Et en parallèle, en fait, comment prévoit-on informer le public de l'usage secondaire qui est fait de leurs données personnelles en santé, bien souvent sans leur consentement? La question des données sensibles, puis le consentement, puis l'utilisation secondaire est quelque chose que Portage prend très au sérieux. On a engagé une coordonnatrice de politique et données sensibles qui est basée à Terre-Neuve.
Puis elle a une formation très profonde dans ce domaine ici et elle travaille dans le domaine de l'éthique. Puis le but, c'est d'assurer autant que possible que les données qui sont générées au Canada sont, comme je dis, autant que possible disponibles pour être découvertes puis avoir accès plus tard. Pour les données sensibles, on a certainement des défis en avant de nous, puis on reconnaît ce défi. Dans mes voyages avec Matthew dans les dernières années, les deux plus grosses choses que le monde a mentionnées comme défi, c'est mes données sont trop gros, je n'ai pas de place pour des pétabytes de données, puis Portage n'a pas des solutions, puis Moiré n'a pas les solutions parfaites pour ça. Mais avec DFDR, on fait un pas dans cette direction-là. La deuxième question, c'est toujours la question des données sensibles. Je ne peux pas mettre mes données dans un stockage de dépôt parce qu'elles sont sensibles. Puis on est dans les taux étapes maintenant de développer cette pilote pour les données sensibles avec Simon Fraser. Puis, il y a deux parties à ça. Il y a la partie technique, où est-ce que je peux mettre mes données pour que technologiquement, ça va être secure, puis l'accès va être secure, puis le monde va pouvoir avoir accès, on va dire travailler avec le cryptage des données, puis une clé, puis tout ça. Je pourrais décrire un petit peu plus de ça, mais je ne suis pas l'expert dessus. Mais on a un système qui est développé sur le côté technologie. Mais là, par loin, le plus gros défi, c'est la question des politiques. C'est quoi les ententes qu'on peut avoir, pan-canadiens ententes, pour avoir accès à des données sensibles, avec toutes les institutions, les provinces, les régions qui ont tous leurs propres règlements, lois, puis tout ça sur ce sujet-là. Le défi pour ce projet pilote, c'est d'arriver avec un groupe dans le pilote à texte qui va dire voici qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir accès, voici le langage d'éthique qu'on a besoin, puis on va ensuite être capable de passer ces données à travers le processus, puis offrir un accès autorisé, puis sécure, qui ne va pas mettre en question le privé des humains ou d'autres considérations sur le côté des données sensibles. Donc, il y a encore les plus que je pourrais dire à propos de ça. J'ai des diapositives sur ça, si vous voulez, mais on ne va pas aller trop profond tout de suite. Alors, je laisse le temps aux gens de se manifester. S'il y a des questions, peut-être Philippe Després, de ton côté? Oui, rapidement, j'ai vu passer dans le plan 2021-2022 là, un outil d'identification de fichiers. Ça, je n'ai pas compris en quoi ça consistait. Okay. Moi, je vais utiliser le miracle de une seconde. OK. Je vais partager mon écran parce que c'est beaucoup plus facile à montrer que... OK. Est-ce que vous voyez, oups, tu le bon écran? Tu vois-tu le Siegfried, Fido, etc.? Ouais. OK, c'est parfait. Ça, c'est un diapositive en anglais, m'excuse. C'est les File ID Tools for Curating. Puis, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand les curators reçoivent des données, c'est dans le contexte, dans le cadre de la curation qui se passe avec des FDR. Les curation teams à Portage, il y en a quatre membres qui travaillent sur ça, vont pouvoir prendre les données qui sont reçues, puis les mettre à travers Siegfried, Fido ou Droid, puis ça va identifier puis caractériser les données qui sont parties de ce paquet de données. Tout de suite, je pense qui aime Siegfried le plus, je ne sais pas. Donc, j'ai des notes en bas, là, mais en tout cas, c'est un
un projet encore, testing, ils vont trouver où sont les gaps, là, puis des characters. So, ils vont juste faire leur possible de mieux identifier les données qui sont dans une bundle. Puis, en fait, il veut ajouter à leur corpus de fichiers qui sont identifiables par ces systèmes-là. Donc, quand il arrive à quelque chose qui est, on dirait, en anglais, funky ou différent, il espère être capable d'ajouter ça au corpus des outils qui sont après évalués. Est-ce que c'est en lien avec la traçabilité, par exemple, là, de pouvoir tracer le chemin du fichier dans le processus de curation? Est-ce que c'est en lien avec ça? Je ne sais pas, je pense pas, mais je ne veux pas dire ça catégoriquement, là. Mais je pense que c'est plutôt d'identifier qu'est-ce qui est parti de le bundle des données qui a été soumis. Ce n'est pas pour nécessairement, bien, évidemment, une fois que tu identifies quel fichier que tu as des sentiers pour faire certain que c'est non-proprietary, comme tu dis, c'est preservation friendly, on dit en anglais. C'est ça le but d'identifier les choses. Donc, une fois identifiés, ils vont donner un sentier pour dire si c'est Excel, considérez utiliser CSV, etc. OK, merci. Et on va aller peut-être avec une dernière question du côté de Mireille Napper. On vous invite à ouvrir votre micro et caméra. La caméra, je vais avoir un souci, mais le micro, pas de souci. En fait, c'est peut-être juste une petite précision sur les outils d'identification pour faire suite à ce que Jeff vient de dire. C'est qu'au final, ces outils-là permettent d'identifier hors de tout doute possible que, par exemple, ce Excel-là est bien conforme à sa spécification. Donc, par exemple, si on a un fichier au format XLS et qui n'est pas détecté comme étant au format XLS, donc Excel, ça va nous permettre d'intervenir pour essayer peut-être de corriger la situation. Donc, c'est ça. Ça permet de détecter des fichiers qui ont été mal formés, aussi de voir s'il y a des fichiers dont on ne connaît pas le format. C'est un peu comme avoir, par exemple, une canne de conserve sur laquelle on n'aurait pas le papier et qu'à ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a dans la canne. Donc, on essaie de trouver le moyen d'identifier ça. Ou par exemple, on aurait juste une partie d'information sur le format. Donc, ça nous permet, en fait, quand on connaît ce qu'on a, on sait quoi faire à court, moyen et long terme pour s'assurer qu'on puisse réaccéder à l'information de manière adéquate. Puis, comme le disait Jeff, mais au besoin, on peut choisir de privilégier certains types de formats qui sont plus stables à long terme ou qui sont moins difficiles à réaccéder à long terme, comme du CSV, par exemple, qui est un format moins complexe dans son organisation d'information que du XLSX. Et voilà. J'espère que ça aide à préciser un peu l'intervention de Jeff. Merci beaucoup, Mireille. Avec plaisir. Merci pour cette précision, effectivement. Et peut-être une dernière question avant de partir pour la pause. Donc, c'est toujours pour Jeff Moon. Donc, comment avez-vous prévu gérer les enjeux liés, par exemple, à des découvertes fortuites? À la découverte de quoi? Excuse? Fortuite, donc issu du hasard un peu, si on peut dire. Je ne comprends pas le mot fortuite. Fortuitous? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre cet en anglais? Non, je ne comprends pas. Oui, je vais aller chercher des éléments de précision ou sinon peut-être la personne qui a posé la question, si vous voulez prendre la parole pour préciser. C'est vraiment, c'est un des défis quand je présente en français. Je suis capable, j'ai le français de table de cuisine, mais j'ai souvent pas le mot. L'équivalent anglais, c'est fortuitous. C'est au hasard des découvertes. Des données fortuites, c'est qu'on n'a pas vraiment nécessairement cherché ça, mais qu'on est tombé sur ça par hasard. OK. Mais moi, je n'ai pas vraiment une réponse à ça parce que je ne connais pas Mireille. OK, merci. OK. Dans quel contexte de découverte accidentelle, par hasard? Dans quel contexte que vous voulez savoir? Je ne comprends pas le contexte de la question. Lors d'analyse des données. OK. Donc, si tu découvres quelque chose qui est sensible à travers des recherches, c'est ça la question?
Oui, en fait, comment on gère en fait les enjeux liés, là, je fais de l'interprétation, mais sinon, si M. Pierre veut poser la question directement, j'éviterai de faire l'interprète, mais essentiellement, donc, certains participants proposent des exemples, donc un diagnostic médical en analyse de données qu'on découvre un peu par hasard, ou donc des éléments qu'on va découvrir de manière accidentelle en cours de travaux. Qui sont sensibles. Exact. Oui, je vais dire, Philippe a bien répondu. C'est la responsabilité de l'équipe, mais je pense, si tu parles à l'équipe de curation de portage, si tu parles à moi, si tu parles à d'autres mondes qui ont la responsabilité de gérer les données ou travailler avec le monde, les chercheurs à gérer les données, on a toutes les, on va dire, dans mon cas, des histoires d'horreur. Moi, j'ai déjà reçu les données avec des adresses courriel. J'ai déjà reçu des données avec des SIN numbers, là, le social insurance. Là. On reçoit des choses que le monde ne savait même pas qui sont après nous donner. Un cas, c'était des données qu'on voulait, étaient dans un worksheet, dans une chose d'Excel. Mais dans les autres worksheets, que la madame qui nous a envoyés n'a pas regardé, il y avait des données qui n'auraient jamais dû être partagées avec nous. Puis on l'a dit immédiatement, puis on l'a effacé de notre chose, puis on a réglé ce problème. Mais on va frapper ça, puis on a besoin d'être comme des professionnels de ce domaine, répondre responsablement. C'est ça le mot. Merci beaucoup.